Donc, merci au Hub de m'avoir invité. Moi, je passe un super moment, j'espère que vous aussi. Le Hub m'a invité pour parler du livre que j'ai coécrit sur l'expérience collaborateur, enfin plutôt pour vous parler de l'expérience collaborateur, comme je ne vais pas vous faire l'article du livre. Mais quand même, je voudrais vous raconter les deux déclencheurs à ce livre qui ont motivé ce projet. Le premier, c'est quand j'ai écrit une thèse pro sur l'expérience collaborateur il y a quasiment 3 ans maintenant, et que j'avais le plus grand mal à trouver des ressources documentaires pour alimenter ma réflexion, des ressources littéraires. Il n'y avait pas de livres en France à ce moment-là, il y en avait très peu à l'étranger, et donc a germé en moi l'idée d'écrire le livre. Et puis le deuxième déclencheur, c'est une question qui revient très régulièrement dans mes prises de parole ou dans mes échanges ou chez les clients. C'est « Ok Séverine, on a bien compris à quoi servait l'expérience collaborateur, comment ça pouvait répondre à nos enjeux, mais par quoi faut qu'on commence ?» Cette question elle revient vraiment très souvent et elle est au cœur du livre qui se veut d'abord un guide méthodologique pour le lecteur et elle va être au cœur de ma présentation aujourd'hui. Par quoi faut-il commencer quand on veut booster l'expérience que vivent nos collaborateurs ? Alors pour tous ceux qui s'intéressent à l'expérience collaborateur, je vais dire expérience collaborateur très souvent, hein, je vous le dis. Pour ceux qui s'intéressent à l'expérience collaborateur, il y a une sorte de consensus actuel qui n'aura pas pu vous échapper, c'est que l'on fait reposer l'expérience collaborateur sur 3 composantes, la culture d'entreprise, l'environnement physique de travail et l'environnement technologique. Et moi ce consensus il me dérange toujours, parce que je trouvais que mettre sur le même plan la culture d'entreprise, qui est un sujet hyper englobant, très vaste, très complexe, en face de l'aménagement des bureaux. Je dénigre pas l'aménagement des bureaux, mais enfin, je trouvais qu'on n'était pas sur les mêmes plans. Donc je voulais challenger ce consensus et je voulais qu'on redescende d'un cran dans la granularité de comment se compose l'expérience collaborateur. Aussi parce que j'imaginais le DRH devant sa feuille blanche, pleine de bonne volonté, et qui va devoir dessiner des actions pour impacter la culture d'entreprise. Enfin, voilà, c'était compliqué. Donc pour le livre, on a défini 5 dimensions sur lesquels je vais vous lire quelques mots. La première dimension, c'est la dimension du sens. J'ai écrit le livre. Hein. Sens, épanouissement, connexion, notoriété et écosystème. Et avant de répondre à par quoi il faut commencer, j'aimerais commencer par qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que l'expérience collaborateur rapidement. Et ensuite, j'essaierai de répondre à cette question, si tant est qu'il y a un secret à l'expérience collaborateur. Donc la première dimension, c'est celle du sens. On en a beaucoup entendu parler depuis ce matin, ça me fait super plaisir. Donc je vais faire vite. Dans la dimension du sens, ça désigne le socle commun, le cadre de référence commun à tous les collaborateurs. Pour que ce soit commun, il faut que ça ait été communiqué, certes, mais il faut aussi qu'on leur ait donné les moyens de s'approprier ce socle commun, qu'on leur ait donné la possibilité de porter toutes ces références communes. Là, je pense évidemment à leurs gars et aux managers. Et donc, dans ce cadre commun, on va trouver notamment les valeurs, ça aussi on en a parlé tout à l'heure, et puis le projet d'entreprise. Sur les valeurs, il ne s'agit pas uniquement de lister les valeurs que l'on aimerait qui soient celles de l'entreprise, hein, ou que l'on imagine être celles de l'entreprise. Il va falloir les décliner en comportements directement observables. Il va falloir en faire des guides à la décision en interne. Il va falloir en faire des guides à l'arbitrage en interne. Et là, on aura réellement des valeurs qui seront incarnées et qui seront au quotidien mises en œuvre par l'organisation. Et le deuxième élément qui est vraiment très constitutif et central au cœur de ce socle de ce cadre de référence commun à tous les collaborateurs, c'est le projet d'entreprise. Et là, il va falloir commencer par formaliser le projet d'entreprise. Et quand j'ai dit ça, j'ai déjà dit beaucoup, pour beaucoup de boîtes. Et il va falloir ensuite quand même aller un peu plus loin. Comment ce projet d'entreprise, on le décline en objectifs opérationnels pour chaque direction. La DAF ne contribue pas de la même façon au projet d'entreprise que le market. Je ne dis pas qu'il y en a un qui contribue mieux ou plus, mais en tout cas, il ne contribue pas de la même façon. Donc, comment on décline ce projet en objectifs opérationnels ? Comment aussi, et ça, je trouve ça très important, et notamment, c'est ce qui va impacter l'expérience collaborateur, comment on donne aux collaborateurs la visibilité sur ce projet d'entreprise pour qu'ils soient en capacité de comprendre sa contribution et d'inscrire sa contribution individuelle dans cet objectif collectif et d'entrer en mouvement et de se mobiliser vers le projet d'entreprise. Donc toutes ces actions, tous ces leviers vont donner du sens au travail du collaborateur, vont donner du sens à son quotidien et ça va directement alimenter son expérience. La deuxième dimension, c'est la dimension de l'épanouissement. Là, on est directement dans la réalisation du collaborateur. Mais moi, je ne m'inscris pas dans le courant qui veut que l'entreprise aurait 100% de responsabilité sur l'épanouissement du collaborateur et son développement. Moi, je pense plutôt que l'entreprise a 100% de responsabilité dans le contexte qu'elle met en œuvre pour que le collaborateur s'épanouisse.
Et je ne suis pas en train de jouer sur les mots. Dans le deuxième cas, le collaborateur, il est aussi acteur de son épanouissement et de son développement. Mais pour ça, il faut qu'il ait la place de l'être. Donc il faut que l'organisation, elle lui donne cette place. Elle libère son initiative, elle libère sa créativité. Elle lui donne la possibilité de se tromper, elle lui donne la possibilité d'apprendre de cette erreur, etc. Et puis dans cette dimension de l'épanouissement, je voulais aussi vous parler d'employabilité. Toutes les actions d'employabilité, c'est-à-dire qui visent directement le développement du collaborateur, sont très valorisées par celui-ci, puisqu'il comprend bien l'apport, la valeur qu'on est en train de lui créer, que l'organisation est en train de lui créer. Et l'expérience collaborateur, c'est ça aussi, c'est créer de la valeur pour les collaborateurs. Et donc très clairement, toutes les actions liées à l'employabilité vont alimenter son expérience. Et quand je parle d'actions liées à l'employabilité, je ne pense pas à la formation Excel pour faire son truc là tout de suite maintenant. Ça, il ne va pas le survaloriser, il aura raison. C'est un moyen dont il a besoin pour contribuer au projet d'entreprise et réaliser son taf. Donc c'est plutôt toutes les autres actions liées à son développement. La troisième dimension, c'est la dimension des connexions. Là, on est au cœur de la définition de l'expérience collaborateur. Alors pour rappel, je ne l'ai pas fait, mais l'expérience collaborateur, ça désigne l'ensemble des émotions que vont ressentir tous les collaborateurs tout au long de leur parcours quand ils vont entrer en interaction avec l'entreprise. Et ces entrées en interaction, elles se déroulent à des points de contact qui vont être entre les collaborateurs et l'organisation, entre les collaborateurs et le management, entre les collaborateurs tout court. Et si on veut alimenter une expérience delightful avec des connexions de qualité, il faut que celle-ci génère de la confiance. On a parlé de confiance aussi tout à l'heure. Qu'elle génère de la confiance et qu'elle génère aussi un plaisir d'être ensemble, un plaisir de travailler ensemble, un plaisir de collaborer ensemble au projet d'entreprise. La quatrième dimension, c'est la dimension de la notoriété. Qui est une dimension qui est plutôt investie par les entreprises. Je dis plutôt parce que pas à 100%, et en tout cas c'est notre postulat. On a bien compris l'intérêt de l'image externe de l'entreprise, notamment pour se rendre visible des candidats qu'on veut attirer et leur donner envie de venir. Ça, c'est plutôt intégré, c'est tous les dispositifs de marque employeur et qui sont évidemment importants dans cette dimension de notoriété. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi s'occuper... adresser l'image interne de l'entreprise. Parce que cette image interne, elle va peser sur le sentiment d'appartenance et le sentiment de fierté des collaborateurs qui vont être plus enclins à relayer des messages positifs, à parler de la boîte, et ça va réalimenter leur sentiment d'appartenance et de fierté, etc. Donc la notoriété, si on veut qu'elle ait un impact, l'image de la boîte, si on veut qu'elle ait un impact sur l'expérience collaborateur, il faut l'envisager, image interne, image externe. La dernière dimension, c'est la dimension de l'écosystème. On va évidemment y trouver l'environnement physique et l'environnement technologique de travail, mais seuls, ils ne vont pas suffire. Il va falloir une troisième brique qui est l'environnement organisationnel, le mode de gouvernance de la boîte, les circuits de décision, les circuits de validation, les strates hiérarchiques. Tout ça, c'est le quotidien du collaborateur. Donc, s'il génère des émotions négatives, si elles sont source de points de friction, alors on est en train de dégrader l'image de l'expérience du collaborateur. Et donc, il va falloir aussi ne pas uniquement envisager le flex office et l'aménagement de l'espace ou bien les applis métiers, mais aussi rentrer vraiment dans le fonctionnement de la boîte, la façon dont l'organisation est structurée. Et alors peut-être que, comme certains avant vous, vous serez tentés de me demander quelle est la dimension la plus importante, donc entre sens, épanouissement, connexion, notoriété et écosystème. Alors si vous me posiez cette question, je serais obligée un peu de vous frustrer, puisqu'il n'y a pas de bonne réponse à cette question, il n'y a pas de dimension plus importante. De même, une petite variation à cette question, on me demande souvent quel est le moment clé le plus important dans le parcours du collaborateur, il n'y en a pas. On peut très bien imaginer qu'un collaborateur qui a intégré une boîte depuis quelques mois, où son intégration s'est super bien passée, un moment clé au top pour lui, il en garde un très bon souvenir, que plusieurs mois après, il y a un entretien annuel d'évaluation qui, lui, est franchement catastrophique et dégradé. Est-ce que quand il va sortir cet entretien, il va se dire « c'était complètement nul, mais qu'est-ce que j'ai eu une bonne intégration ?» Non. Tous les moments clés sont importants, il faut tous les adresser, et toutes les dimensions sont aussi importantes. Donc le secret d'une expérience delightful, en fait, c'est la cohérence. C'est la façon dont on va aligner l'intention pour adresser toutes les dimensions et faire en sorte qu'elles soient levier sur l'expérience qu'est en train de vivre le collaborateur. Donc, par quoi il faut commencer ? Il faut commencer par identifier les gaps, il faut identifier les ruptures de cohérence entre les dimensions, entre les moments clés, il faut les adresser, il faut réaligner tout ça. Et ensuite, une fois qu'on sera sur cette base de cohérence entre toutes les dimensions et toutes les émotions, on pourra encore plus booster l'expérience collaborateur. Merci Séverine.